à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous parlons du processus de mise en œuvre des droits humains en République démocratique du Congo. Ce sont des défis qu'on a surmontés pour arriver à parler droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et comme invité, je reçois sur ce plateau le professeur Amuri Lumumba Wamayembe. C'est avec lui que nous allons décortiquer ce sujet. C'est tout autour de son ouvrage qu'il a édité, qu'il a écrit, qui renferme tout ce que nous pouvons discuter, qu'il nous dise comment ça s'est passé, c'est comment. Et il y a des vérités cachées qu'il va nous dévoiler, qu'il va dévoiler aux téléspectateurs. Prof Amuri Lumumba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Vous l'avez déjà fait. Je suis professeur Amuri Lumumba Wamayembe. J'enseigne à l'Université pédagogique nationale, UPEN. J'enseigne aussi à l'Université de Kinshasa, à la chaire UNESCO. Et je suis aussi à l'ISPT, Institut supérieur et pédagogique et technique de Kinshasa, et également à l'Université islamique du Congo, INICO. Vous enseignez plusieurs cours? Oui, j'enseigne plusieurs cours, entre autres les droits de l'homme. Ah, d'accord. Alors, nous parlons de défis, du processus, je disais, de mise en œuvre des droits humains en République démocratique du Congo. Et première question, vous parlez des droits humains, mais on parle souvent des droits de l'homme. Et même les cours, vous avez dit, vous donnez les cours des droits de l'homme. Alors, droits humains, droits de l'homme, c'est la même chose ou bien il y a une différence? Oui, c'est une occasion pour que nos spectateurs puissent comprendre s'il y a une différence entre droits humains ou droits de l'homme. Les droits humains, ce sont des prérogatives reconnues à l'être humain en rapport avec ses semblables, les particuliers, ou en rapport avec les pouvoirs. Maintenant, la question de savoir s'il y a une différence entre droits humains et droits de l'homme, d'abord, nous commençons par droits de l'homme. Quand on parle des droits de l'homme, ça fait penser aux autres qu'il s'agit là des droits qui ne concernent qu'une seule catégorie, c'est-à-dire des hommes, donc le mâle. Or, ce n'est pas ça. Le problème, c'est au niveau de la sémantique. Le mot « homme » en français a deux significations. Le premier, homme peut être compris dans le sens de espèce humaine. Et deuxièmement, homme peut être compris dans le sens physique, c'est-à-dire l'être humain de sexe masculin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en 1948, ok? La déclaration qui a été rédigée, la Déclaration universelle des droits de l'homme, a utilisé le terme « homme ». Mais est-ce que l'homme là de 1948 a quel sens? C'est espèce humaine ou bien l'être humain de sexe masculin? Les rédacteurs de ces textes-là, ok, ils ont utilisé le mot homme dans le sens de espèce humaine. Maintenant, il y a des associations telles qu'Amnesty International et d'autres chercheurs, y compris aussi les femmes, surtout en France, qui ont mené des recherches pour savoir si le terme « homme » utilisé en 1948, ok, signifiait espèce humaine ou être humain de sexe masculin. Ils sont allés plus loin. Et quand est-ce qu'on a commencé à utiliser le terme « homme » dans le texte législatif, dans les textes qui concernent le français?
ils ont recouru à la déclaration des Français de 1789. Déclaration de 1789. Ouais. Alors, les Français ont utilisé ce terme-là de homme, droit de l'homme, homme français bien sûr, ouais. Et donc d'après leurs recherches, ils ont reconnu que le homme-là de 1789 signifiait être humain de sexe masculin et pas espèce humaine. Donc ça n'englobe pas la femme et l'homme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, donc, les droits de la femme n'étaient pas respectés. On n'a pas pris en compte les droits de la femme, les droits de l'esclave, ainsi de suite. En 1789. C'est pourquoi ils ont dit non, comme ce terme homme, prête à confusion. Tantôt c'est espèce humaine, tantôt c'est être humain de sexe masculin. Alors, il serait mieux d'utiliser les termes qui ne prêtent pas à confusion de droits humains. Comme dans d'autres langues, en français, et en allemand et dans d'autres langues, où ça ne pose pas de problème. Ils se sont battus, ils ont écrit à l'ONU pour qu'on change ces termes-là. Parce que pour les femmes, elles disent que c'est un terme qui continue à les exclure. À les exclure, oui, de la scène. Ouais. Mais l'ONU a répondu que non. En 1948, bien que le terme homme prête à confusion, mais celui qui est utilisé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme a l'essence d'espèce humaine. Alors, pour garder l'histoire, on ne peut pas changer. Donc l'Amnesty internationale s'est battue. Aujourd'hui, les femmes à travers le monde se battent pour qu'on modifie, mais l'ONU reste catégorique. Mais vous pouvez utiliser le terme droits humains dans vos textes. Quand on enseigne, on utilise le terme droits humains, ça dépend d'un État à un autre, surtout les pays francophones. Comme par exemple ici, en République démocratique du Congo, notre constitution parle des droits humains et non pas des droits de l'homme. Donc je crois là que c'est clair. Quand on parle beaucoup plus du ministre des droits de l'homme. Oui, ça c'est pour garder les textes officiels de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord. Merci beaucoup, professeur Amoury Lumumba Wamayembe. Je suis tombé sur votre ouvrage qui est là, intitulé « Processus de mise en œuvre des droits humains en République démocratique du Congo de 1876 à 2023 ». Et là, je suis tiqué d'abord par trois choses. Dès que j'ai pris l'ouvrage, je suis tiqué d'abord la date. Les repères. Donc, vous voulez dire que les droits humains ont commencé à exister en République démocratique du Congo depuis 1876. Jusqu'à nos jours, ça a suivi ces processus-là, ou comment? Et la deuxième chose, la carte qui est sur la couverture, c'est la carte de la République démocratique du Congo, mais je vois que c'est une carte divisée en deux, une partie blanche, une autre hachurée. Et qu'est-ce que ça signifie alors que nous avons notre carte en entier? Et puis la troisième chose sur même l'intitulé de l'ouvrage, vous dites « Vérité politico-historico-juridique cachée ». Alors, je voudrais que vous puissiez nous expliquer d'abord la date, 1876-2023, autant d'années de recherches, et puis, est-ce que c'est en 1876 que les droits humains ont commencé en RDC? Je commence d'abord avec la date. Nous parlons du processus de mise en œuvre des droits humains en République démocratique du Congo de 1876 à 2023. Quand on veut parler de la République démocratique du Congo, beaucoup se réfèrent à l'année 1885, la conférence de Berlin. Donc,
l'origine du Congo est très mal connue. Aujourd'hui, nos spectateurs auront la chance de comprendre comment ce pays est né. C'est pourquoi je parlais de la date de 1876. En fait, qu'est-ce qui se passe? Avant 1885, avant la conférence de Berlin, il a existé à l'est de la République démocratique du Congo tout un État, je pèse bien mes mots, tout un État, au sens strict du terme, c'est-à-dire avec une population, un territoire et un pouvoir qui s'exerçait. Les territoires bien délimités. Maintenant, comment est née la RDC? En 1876, Stanley, l'Américain Stanley, va rencontrer Tipo Tipo. C'est Tipo Tipo qui dirigeait cette partie-là, ce territoire qu'on a appelé État du Maniema, État arabo-swahili, Empire de Tipo Tipo, ainsi de suite. C'est un État qui a existé avant la création de l'État indépendant du Congo. Donc, 1875, cet État existait déjà, qui était divisé en 7 territoires. Là, on va revenir là-dessus. Maintenant, en 1876, Stanley va rencontrer Tipo Tipo dans sa capitale. Donc, la capitale de cet État du Maniema-là, s'appelait Kasongo, capitale politique. Tandis que Nyangwe... Le territoire de Kasongo aujourd'hui. Oui, le territoire de Kasongo aujourd'hui, dans les Maniema. Ouais. Oui, c'était ça la capitale politique de l'État du Maniema. Tout ça, les Noirs là dont vous parlez, c'est ça l'État de Tipo Tipo. Où Tipo Tipo était chef. Alors, Stanley rencontre Tipo Tipo. Il lui dit, au nom du roi des Belges, montre-moi la partie des terres qui n'est pas encore occupée par les puissances de l'époque, bien sûr. Ouais. Alors, c'est Tipo Tipo qui va montrer à Stanley la partie que vous voyez blanche là. OK? Ouais. Stanley va prendre maintenant, pour les comptes du roi Léopold II, les Bandundu, Bakongo, l'Équateur, je parle des anciennes provinces, l'Équateur, les 2 Kasaï, moins l'Omami, parce que l'Omami se trouvait dans la partie de Tipo Tipo. Ouais. Et c'est cette partie-là blanche que vous voyez là-bas, OK, que nous appelons État indépendant du Congo, que Léopold II a réussi à la conférence de Berlin. L'Est là, le noir là, OK, n'appartenait pas à l'État indépendant du Congo, issu de la conférence de Berlin. C'était un État à part entière, dirigé par Tipo Tipo. Maintenant, lorsque le roi a constaté que la richesse tant convoitée à l'époque, c'est-à-dire l'ivoire, ne se retrouvait pas là, mais elle se retrouvait en quantité industrielle dans la partie de Tipo Tipo, il s'est dit, mais que faire? Comment je peux exploiter cette richesse de l'autre côté? Alors, il s'est dit, mais est-ce que je dois annexer encore cette partie, à l'État indépendant du Congo? Mais il avait peur. Mon Parlement va-t-il m'accepter d'être roi des Belges, être roi de l'État indépendant du Congo et d'un autre État? Il s'est dit non, je vais utiliser la ruse. La ruse, c'est quoi? Alors, je vais approcher Tipo Tipo. Il va encore envoyer son émissaire Stanley pour rencontrer Tipo Tipo. Cette fois-ci, ils vont se rencontrer à Zanzibar. Le roi va demander à Tipo Tipo, bien sûr par l'entremise de Stanley, d'accepter, de faire la fusion de ces 2 États, l'union de ces 2 États, c'est-à-dire l'État indépendant du Congo et l'État de Tipo Tipo ou l'État du Maniema. Alors, les négociations vont durer pendant 2 ans, de 1885 à 1887. Tipo Tipo sera d'accord pour unir les 2 États. Mais il y aura des conditions qu'il va poser. Et ça y est dans l'ouvrage. Ouais. Le roi va accepter toutes les conditions posées par Tipo Tipo. Ils vont signer des accords en 1887. Ils vont signer des accords en 1887. Les accords
réunissant les deux États. Et c'est ça la vérité cachée. L'une des vérités cachées. On ne vous a jamais enseigné ça. À l'école, on nous a enseigné que le roi a nommé Tipo gouverneur de l'une des provinces de l'État indépendant du Congo. Mais comment cela est arrivé? Parce que Tipo était chef de l'État là-bas. Un État bien assis. Alors, en 1887, il signe des accords et le roi demande encore à Tipo d'accepter aussi que son pays puisse s'appeler Congo. Et Tipo a accepté. Et c'est à partir de la signature de Tipo en 1887 que les gens de l'Est, les Maniémiens, sont devenus Congolais. Okay. 1887. Là, les deux États sont mis ensemble. On a fusionné. Lorsque on fusionne deux États, on doit se partager quoi? Les pouvoirs. Ouais. Qu'est-ce qui peut me revenir? Ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que le roi va nommer Tipo gouverneur de la partie où il était lui-même chef. Gouverneur du Maniema. Alors, la question que je me pose, le roi de Belge, en venant au Congo, il a dit, je viens apporter la civilisation. Et Tipo, on l'a qualifié d'esclavagiste. Si vous lisez tous les ouvrages de... Alors, sans vous interrompre, je voulais savoir, Tipo vient d'où? D'emblée que Tipo c'est un Maniémien. OK? Et après, il est devenu Congolais. Parce que lorsqu'on a uni les deux États en 1887, nous, OK, nous tous, nous sommes devenus plutôt des Congolais. On nous appelait les Congomani. Congomani, c'est-à-dire les ressortissants du Congo et du Maniema. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce que Tipo c'est un Congolais ou comment? Ouais. Je vous dis d'abord qu'il est Maniémien. C'est son origine, mais il vient ici d'une union d'un Arabe et d'une femme noire. Donc, c'est un métis. C'est un descendant plutôt des Zanzibaristes. Donc, s'il faut parler patriarcat, c'est un Arabe. Oui, on peut dire que c'est un Arabe. Mais Arabe qui est devenu Maniémien et puis Congolais. Parce que Tipo... On peut comprendre qu'il était en campagne pour pouvoir dominer, arracher des terres et puis s'installer comme roi. Non. Tipo, lorsqu'il est entré à l'est de notre pays, il n'est pas venu en conquérant. Il est venu comme commerçant avec les siens. Il est venu comme commerçant. Il n'est pas venu comme missionnaire musulman, non. Comme tout musulman, ok, lorsqu'il se rencontre avec quelqu'un, il commence à lui parler de l'islam, et si celui-là, ok, est intéressé, il devient musulman, ainsi de suite. C'est comme ça, et bien, vous avez bien fait de poser cette question. Donc, la partie ici, on l'a appelé État islamique de Maniema, parce qu'il y avait plus de musulmans que des Congolais. Non, plus de musulmans que des adeptes d'autres confessions religieuses. Ah, d'accord. Oui, c'est pourquoi on l'a qualifié d'État de Maniema. Et la carte, si vous la visualisez bien, vous voyez les lacs. Ouais. Donc, l'État de Tipo allait au-delà de nos lacs. Donc, le Rwanda, le Burundi, vous voyez là-bas, vous voyez les Kigoma là. Ouais. Kigoma, c'est en Tanzanie aujourd'hui. Mais Kigoma, c'était au Maniema. Et tout ce que vous voyez là-bas, on ne partageait pas les lacs avec d'autres États. Malheureusement, c'est ce que je vais expliquer après. Ouais. Donc là, nous sommes en 1887, lorsqu'il y a eu fusion, mais les rois n'étaient pas capables de protéger cette partie-là. C'est pourquoi c'est parti. OK. Donc, aujourd'hui, nous partageons les lacs avec d'autres États, mais à l'époque, ça appartenait à l'État du Maniema. Et donc, la vérité, c'est que ça, on ne l'a pas enseigné aux enfants congolais. On n'a jamais enseigné aux enfants congolais. Pourquoi? Bon, eh bien, je ne sais pas si ils ont fait ça sciemment. Je vous ai dit que Stanley,
est allé rencontrer Tipo chez lui, à Kasongo, dans sa capitale. Ouais. L'État du Maniema était islamique. Tandis que l'État de Léopold Léicé, okay, Ouais. c'était chrétien, à dominance catholique. Donc, le blanc là, c'est chrétien, catholique. Les noirs de l'autre côté, okay, c'est islamique. Donc, deux États, ici des confessions religieuses différentes. À l'est, l'islam. Ouais. À l'ouest, catholique, le christianisme, plus précisément catholique, qui ont fusionné pour créer ce que nous appelons aujourd'hui République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'en 1887, une date que les Congolais ne connaissent pas. Or, on devrait célébrer cette date-là, parce que c'est cette date qui montre l'union, okay, de tous les fils de ce pays. 1887. Maintenant, en 1893, il s'est passé des choses graves. D'abord, Léopold II ne voulait pas du pouvoir de Tipo. Il l'a nommé gouverneur, mais il voulait par tous les moyens régner seul. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait monter des stratégies pour chasser définitivement le pouvoir, pour mettre une croix sur le pouvoir de Tipo. Il est avec Tipo, mais il s'imagine comment je vais le chasser. Contourner, oui, le chasser. Il va utiliser la ruse. D'abord, les Arabes qui étaient avec Tipo n'étaient pas d'accord avec le jeu de leur frère Tipo. Comment Tipo va accepter de signer des accords avec nos ennemis? Et les Belges aussi, qui ne comprenaient pas la politique de Léopold II, se sont dit, mais comment le roi va signer des accords avec un esclavagiste au lieu de les chasser? Bien sûr, comme c'était convenu à la conférence de Berlin, il fallait chasser on l'appelait les nègres, il fallait chasser ces nègres-là. Mais le roi a compris que non, il fallait aller petit à petit. En 1893, la guerre va éclater. Entre qui? Entre ceux qui étaient avec Tipo, qui n'ont pas digéré, okay, ouais, l'acte posé par leur frère Tipo. Et le Belge aussi. Il y aura une guerre sanglante. Une guerre sanglante. Comme la Belgique avait des armes sophistiquées, okay, avait préparé son plan depuis longtemps, tout ça. Okay. Déjà très avancé. Le roi a eu le dessus sur les Arabes en 1893. Et c'est à partir de cette date-là qu'il va régner maintenant paisiblement sur toute l'étendue de ce que nous avons appelé maintenant République démocratique du Congo. Alors, mais on ne nous a jamais enseigné ça. À quel moment les rois de Belgique a dû remettre les armoiries Exactement, j'en arrive. Lorsqu'on a fusionné, on nomme Tipo comme gouverneur du Maniema. Le roi va remettre à Tipo des armoiries pour diriger cette partie-là. On ne vous a jamais enseigné, on ne vous a jamais montré ça. Ça, c'est l'armoirie que le roi a donnée à Tipo pour diriger cette partie. Vous voyez là les écrits en arabe. Ça va de droite à gauche. Vous êtes intellectuel. Est-ce que vous pouvez me lire ça? Non. Même si vous trouvez ça dans un livre. C'est-à-dire, oh, c'est semblable. Non, c'est l'arabe, c'est les Chinois, et ainsi de suite. Or, ça vous concerne. Parce que c'est le pouvoir congolais. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Nous allons de droite à gauche. Kounou qawamina bil qist. Soyez stricts dans l'équité, dans la justice. Shuhada'a lillahi bil haqq. Shuhada'a lillahi bil haqq. Témoins de Dieu dans la vérité. Wa awfu bil ahadi. Et respectez vos engagements. Innal ahada kana mas'oula. En vérité, vous serez interrogé sur vos engagements. Dawla tukungu al-mustaqila.
État indépendant du Congo. État indépendant du Congo. Qui a écrit ces phrases-là? Non, c'est avec l'accord du roi. Ouais. Et c'est le roi qui va remettre à qui? À Tipo Tipo. Il y a eu des accords. Vous allez diriger cette partie-là, ok? Dans la vérité, l'équité. Voilà, en respectant Dieu. Ouais, et respecter vos accords. Mais malheureusement, qui n'a pas respecté les accords? Qui a rompu les accords? C'est le roi. Il n'a pas respecté ses engagements. Parce qu'en 1893, ok, il va livrer la guerre contre son partenaire. Vous voyez le problème qu'il y a eu là-bas. Mais ça, on ne vous a jamais enseigné. Or, cette armoirie, c'est parmi les symboles de la République. Ouais. Et je demande aujourd'hui qu'on puisse revisiter l'histoire de la République démocratique, surtout l'histoire politique. Parce que ça, c'est très important. Tipo Tipo, ok, était gouverneur de l'une des provinces de l'État indépendant du Congo. Mais à l'école, on ne vous a jamais enseigné ça. Qu'est-ce qu'on écrit? C'est dans les livres, on dit que c'est voilà les armoiries que les Wali ont utilisées pour diriger la partie est de la RDC. Wali. Et qu'est-ce que vous comprenez par Wali? Wali, c'est un gouverneur. Un gouverneur, vous le dites parce que vous, au moins, vous avez eu les chances de parcourir ne plus que quelques pages de ces livres. Mais un autre intellectuel va comprendre. Les Wali arabes. Et là, dans la tête d'un intellectuel, bon, les Arabes qui étaient là où? C'est dans le Congo. Tipo Tipo a dirigé l'État indépendant du Congo. Et donc, en 1887, on a signé les accords, on les a rompus. C'est la création du Grand Congo. On a créé. Oui, les Grands Congo. Sur base des accords. Sur base des accords. Avec comme témoin armoirie. Oui. Et après, les rois de Belge a contourné en violant les accords, en chassant Tipo Tipo. En chassant Tipo Tipo. Et qu'est-ce que cette vérité influence sur le processus de mise en œuvre des droits humains en RDC? Oui, c'est très important. C'est très important. D'abord, j'aimerais vous dire ceci. Sur le plan politique, ce Congo, ok, est né de quoi? De la fusion de deux pouvoirs. Le pouvoir islamique et le pouvoir chrétien. Pouvoir chrétien catholique. Maintenant, tous les problèmes ici dans notre pays, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas cette histoire. Si vous êtes aujourd'hui président de la République et vous êtes ressortissant, par exemple, de ce côté-ci, de Tipo Tipo ou de l'Est, vous ne pouvez pas bien régner si vous ne prenez pas en compte les ressortissants de l'État indépendant du Congo. Et vice-versa. C'est-à-dire que vous pouvez être ressortissant de l'État indépendant du Congo, et si vous voulez bien régner, il faut tenir compte de quoi? De cette histoire. De cette histoire. Et si vous allez à la rencontre de cette histoire, mon frère, il y aura du flou. Et c'est ce que nous vivons. Beaucoup de politiciens, beaucoup de chefs ne se donnent pas la peine d'apprendre l'histoire de ces pays. Si vous voulez appliquer le tribalisme dans ces pays, vous n'allez pas réussir. Ok? Moi, je suis ressortissant de ce côté-là, alors comme ça, je vais prendre seulement les gens de mon coin. Vous allez échouer. Donc, c'est ça l'unité de la République démocratique du Congo. Si on vous dit, lors de la conférence de Berlin, ok, tous les politiciens étaient ensemble, ils se sont dit, non, nous avons souffert pendant plus de 80 ans de colonisation, donc nous partageons la même histoire, nous avons partagé les mêmes souffrances, ainsi de suite. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Mais vous êtes entré à l'école, on vous enseigne une histoire européanisée de votre pays, et c'est pourquoi Lumumba disait, le jour viendra où l'histoire de ces pays sera écrite par ses propres fils. Nous avons mené des recherches, et vous voyez que c'est intriguant, c'est révoltant ça. Hein?
quand on vous présente Tipo Tipo comme un sanguinaire, un esclavagiste, quelqu'un qui violait les droits de l'homme, qui violait tout ce que vous voulez. Or, Tipo Tipo est l'un des artisans, pas le moindre, de ce qui est devenu aujourd'hui. Sans Tipo Tipo, la RDC n'aurait pas cette superficie ici. On aurait seulement ça, l'État indépendant du Congo, le blanc là. Mais c'est Tipo Tipo qui a donné une grande partie. Qui est plus congolais que Tipo Tipo? C'est lui qui est à l'origine, de ce que vous appelez aujourd'hui la République démocratique du Congo. Il a signé, il a donné sa terre, il a donné les hommes. Pourquoi vous pensez que la Belgique a violé les accords malgré la signature en 1948 à la déclaration des droits de l'homme? Heureusement que vous venez de poser cette question-là. À l'Est ici, pendant le règne de Tipo Tipo, on utilisait le Swahili comme langue administrative. Et là, c'est avec l'alphabet arabe. Unakuya, on écrit, on met alif, on met ou dessus, ça devient ou. On met N, donc arabe, de droite à gauche. C'est comme ça que l'administration s'est passée. En Swahili, mais utilisant des lettres, donc l'alphabet arabe. Mais lorsque maintenant, le roi a conquis toute cette partie, il a envoyé des missionnaires catholiques, pour créer des écoles qu'on appelait écoles modernes. Et là, ils ont mis des conditions pour accepter les enfants musulmans. Pour étudier, vous devez accepter de vous convertir. Et là, on vous prépare bien la viande de porc. Vous mangez la viande de porc. Et puis, on vous baptise. Vous devenez Ramazan Christophe. Vous voyez des noms comme ça. Christian Ousseini. Donc, vous devenez l'homme à double nom. Bon, je ne sais pas. Tantôt catholique, tantôt musulman. Oui. Et là, vous avez accès maintenant aux études. Est-ce que les enfants musulmans vont accepter? Donc, ce sont là les droits de l'homme violés. Violés. Et pendant tout ce temps-là, vous dites dans l'ouvrage que la Belgique ne sait pas encore, n'a pas de présenter des excuses et puis elle n'a pas réparé. Quelle Belgique qui va présenter des excuses? Au moment où, pendant la période coloniale, et donc on nous appelait, nous, des indigènes, des sauvages, à éduquer. Et ils doivent demander excuse à qui? Aux Congolais. Mais cela ne suffit pas. Il faut réparer. Il faut réparer. Imaginez-vous, tous les enfants de musulmans, pendant cette période coloniale, n'ont pas étudié. N'ont pas étudié parce qu'ils ont refusé de se convertir au christianisme. À partir de 1885 jusqu'en 1900, la première université congolaise, 1900, l'Ovanium ici, 54. On a créé l'Ovanium en 1954. Vous pensez qu'il y avait des Congolais? 1954. Il n'y avait pas de Congolais comme enseignants. Oui, c'était de blancs. Des gens que la Belgique recrutait à gauche, à droite. Est-ce que ces enseignants-là pouvaient enseigner ceux qui pouvaient un jour se retourner contre leur propre pays? J'ai dit non. C'est pourquoi ils ont inventé une histoire, l'histoire des vainqueurs, l'histoire des vainqueurs contre les vaincus. Et on a gobé cette fausse histoire. Et nous avons eu des diplômes sans comprendre l'histoire réelle de la République démocratique du Congo. Voilà. Nous sommes en 1960. Page 13 de votre ouvrage, vous dites que les dirigeants congolais qui ont pris le pouvoir après ont emboîté les pas du colonisateur. Oui. Comment? Je l'ai dit avec une ferme conviction. Lorsque les colonisateurs étaient forcés, étaient obligés de donner l'indépendance aux Congolais, il a laissé les pouvoirs politiques entre les mains de qui? De Kasavubu.
séminariste, catholique, le premier président de ces pays. Le gouvernement Kasavubu était constitué de qui? Il n'y avait aucun musulman. Je venais de vous montrer la carte. On comprend que ce que venait de dire tout à l'heure, Kasavubu, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas tenu compte du grand maniement de l'autre parti. Non, lui aussi avait la mission de quoi, comme le Belge aussi, de déraciner l'islam. Déraciner. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que à l'Est, je venais de vous... Bon, la carte est là. Ouais. OK? Le pouvoir qui a régné ici, c'est le pouvoir islamique. Lorsque la Belgique fait la guerre contre Tipo Tipo, et maintenant, elle va imposer quoi? Sa loi. Et les maniémiens qui étaient là, okay, étaient déjà habitués avec le pouvoir islamique. Est-ce que le pouvoir islamique pouvait continuer encore? J'ai dit non. Il fallait faire quoi? Il fallait les déraciner. Qu'on ne parle plus de cette histoire-là de l'islam. Et les cheikhs de l'époque, les Malimou, tout ça, okay, qui osaient ouvrir leur bouche, okay, pour prétendre à quoi que ce soit, on les reléguait. On les prend par exemple à Kassongo, on les amène à Kikwit. OK? Ils laissent leurs femmes, leurs enfants, ainsi de suite, et ils vont mourir là-bas. Exilés dans leur propre pays. Et notre débat, c'est peut-être parce que l'islam n'était pas bien enseigné et bien compris jusqu'à en ce moment-là. Non. De l'autre côté de l'État indépendant de Congo. Mais ici, qui a régné ici? C'est Tipo-Tipo, non? Oui, mais... Et tout ça, c'était l'État indépendant du Congo. Quand il y a fusion, on ne peut plus parler de quoi, de deux États. Mais le comble, c'est quoi? Kasavubu, lorsqu'il a pris les pouvoirs, OK? Il a commencé par privilégier les catholiques. Il y a ici la lettre de Monseigneur Bokele Allé. Marginalisation éternelle des protestants. Monseigneur Bokele Allé, ce n'est pas n'importe qui. Sa lettre est ici. Les protestants, on les appelait comment? Mission étrangère. Au Congo, on les appelle mission étrangère. Que dire alors des musulmans? Donc, il a emboîté les pas de ces... Donc, de Belges. Il y a une lettre ici, si vous voulez. OK? La lettre que Tipo et Pito, le président Kasavubu, OK, avait adressée au ministre de la Justice. Si vous lisez cette lettre, mais ça montre clairement qu'il a négligé, il a bafoué une partie de sa population, tout simplement parce qu'on est musulmans. Voulez-vous que je vous lise la lettre? Donc, parce que notre temps est parti, oui, il nous reste 5 minutes. La lettre est là. Donc, les lecteurs vont lire cette lettre-là. Oui. Donc, sous Kasavubu, on a continué à violer les droits humains. On a continué à violer les droits humains, pas seulement des musulmans. Mais pas avec excès. Mais Kasavubu a fait combien d'années? 5 ans. Tous les troubles que nous vivons aujourd'hui, c'est à partir de qui? C'est à partir de lui. C'est lui qui a révoqué Lumumba. Est-ce qu'il avait raison de révoquer Lumumba? Non. Lumumba, à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Furier, tout ça, lui aussi l'a révoqué. Et l'État a commencé par là. Et ça, ce n'est pas une violation des droits de l'homme grave. Okay? Au sommet de l'État. L'État est parti de là. Alors, Mobutu qui a pris le pouvoir. Mobutu il prend le pouvoir. Ouais. Il emboîte aussi les mêmes pas. Mobutu, il a pris le pouvoir. Nous avons vécu sous les impairs. Olingate, Ozali, membre du impère. Tous Zaïrois en Essa, membres du impère. Est-ce qu'on pouvait parler des droits de l'homme? Et lorsqu'il a pleuré là-bas, son dernier message, comprenez mon émotion. Mais le bilan qu'il a fait, tout ce qu'il a démontré là-bas, donc tout ce qui n'allait pas à son époque, c'était constitué des violations des droits de l'homme dont lui-même était l'auteur numéro 1. Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee est arrivé, il a fait une révolution. Alors, il a réuni les Congolais de l'époque. Bon, il n'a pas fait longtemps, tout simplement parce qu'il voulait quoi? Il voulait remettre les choses en ordre.
les ennemis du progrès de notre pays l'ont tué. Est-ce qu'on peut mettre l'action Fimbuna Natumbu comme une violation des droits de l'homme? Comment vous nommez ça? Voilà. Ici, nous parlons de quoi? De processus de mise en œuvre des droits de l'homme. Mzee venait d'arriver. Il a trouvé une situation chaotique. Mentalité des Congolais. Donc la mentalité congolaise était tellement difficile à redresser. On a posé la question au président Kabila, Joseph. OK? Qu'est-ce que vous vouliez faire, mais vous n'avez pas pu faire? Il dit, ce que je n'ai pas... Donc là où je n'ai pas réussi, c'est changer la mentalité du Congolais. Les Fimbo, OK, c'est une violation des droits de l'homme. La torture est interdite sous toutes ses formes. Je me fais comprendre. Ouais. Mais les droits de l'homme, la mise en... C'est une torture pour redresser. Oui, encore faudrait-il savoir, OK, c'est quoi les droits de l'homme et comment ça évolue. Je parle bien du processus. Ouais. Ce n'est pas facile. OK? Il y a eu ce que nous appelons dans cet espace des défis pour arriver. Bien sûr, parce que dans l'ouvrage, OK, j'ai parlé des droits de l'homme avant l'indépendance. Est-ce que Léopold II, il est venu ici, OK, pour respecter les droits de l'homme? Non, vous êtes des sauvages. C'est ce qu'il disait. Donc le but de la colonisation, ce n'était pas... Ça n'avait rien avec non, les ça droits n'avait de l'homme. rien avec les droits de l'homme. Hein? Ça n'avait rien avec les droits de l'homme. Jules Ferry, qui a fait observer au Parlement français, et là nous sommes dans les années 1885, la déclaration des droits de l'homme des Français, okay, n'était pas écrite pour les Africains. Alors sous Joseph Kabila, ce qu'on a vu des gens être tués à bout portant, d'autres violations tant décriées par vous des droits de l'homme. Bien sûr, tout n'était pas noir et tout n'était pas blanc. OK? C'est un processus. C'est sous Joseph Kabila, pour la première fois, qu'on va instituer maintenant des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme, mécanismes modernes. C'est sous Kabila, Joseph Kabila, qu'on va créer la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui a fait ses preuves avec le premier président de la CNDH, l'honorable Mwamba Mushikonk. On y reviendra. Oui. On y reviendra à l'état infini. Je crois que je vais encore vous recevoir pour qu'on continue jusqu'à la fin. Et sous Fachi, un mot. Sous Fachi, sous les droits de l'homme, on a vu, quand il a pris le pouvoir, tout au début, là, OK, les manifestations n'étaient pas réprimées. OK? Nous étions encore là. À la CNDH, là, on sent qu'il y a à la les droits de l'homme. Oui, les manifestations n'étaient pas réprimées. Et on a senti quand même qu'il y a un vent nouveau. Mais comme nous disons que c'est un processus, donc on va graduellement. Et là, ce n'est pas de la volonté d'un homme. Parce non. Que quand on a parlé des chacun autres, a un rôle à jouer. Un homme. Alors, ici, c'est quand même bien, mais... Chacun a un rôle à jouer. Ouais. Le président de la République, OK, il ne peut pas faire votre travail. Si vous allez aujourd'hui dans des prisons, OK, vous allez trouver les prisonniers dans des conditions infrahumaines. OK? Est-ce que c'est lui qui est là comme directeur des prisons? Et c'est lui qui envoie les prisonniers à Makala? Et c'est lui qui est à la Cour constitutionnelle? Et c'est lui qui est à la Cour de cassation? Non. Chacun doit jouer son rôle. Donc la responsabilité est partagée. Voilà. Merci beaucoup, professeur. On y reviendra pour une seconde émission pour parler de mécanismes et autres parties de votre ouvrage qui est très intéressant. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Au revoir.